Et coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo puisqu'il est temps que je commence à vous faire mes avis lecture pour le mois de juillet. Alors, le mois dernier, ça a été un petit peu un raté. J'avais commencé à vous prendre pour le premier livre à la fin de ma lecture et puis ensuite je vous ai fait un avis lecture directement sur toutes les lectures du mois puisque j'ai raté le coche et comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte si vous vous souvenez, je suis habillée et maquillée exactement de la même façon que pour cette vidéo, donc puisque je suis en train de filmer dans la foulée mes premiers avis lecture pour le mois de juillet, puisque c'est déjà 4 livres que j'ai lus sur le mois de juillet, que j'ai terminé et dont je voudrais vous parler histoire de rattraper le retard et pouvoir reprendre le bon rythme de vous chroniquer directement après ma lecture chaque livre que je finis. Et donc on va commencer sans plus tarder avec le premier livre que j'ai terminé sur le mois de juillet, enfin que j'ai terminé du coup, non vous allez voir pourquoi. Il s'agit de One Last Stop, écrit par Kazima Quickstone et c'est publié aux éditions Lumen. C'était notre lecture commune du mois de juin et je vous le présente en avis lecture du mois de juillet. Et oui, effectivement, j'étais totalement en retard, je l'ai commencé le 30 juin. Pas pratique pour le lire sur le mois de juin, n'est-ce pas? Oui, j'ai raté. Tout ça en plus pour l'abandonner le lendemain ou le surlendemain. Voilà, je l'ai abandonné, je n'ai pas apprécié ma lecture. Ici, on est à New York, on va suivre notre héroïne Auguste qui vient tout juste de s'installer du coup dans la grosse pomme puisque elle vient faire ses études ici et elle cherche une colocation dès le début. Elle va se trouver à se mettre en colocation avec un couple qui est ma foi très excentrique. On va en avoir un qui est médium et l'autre qui est une sorte d'ingénieur qui va faire beaucoup de tests sur différentes choses et un troisième, on a l'impression que c'est un vampire, il ne vit que la nuit. C'est un apprenti tatoueur, on le voit très peu au début. On va avoir Auguste du coup qui va rejoindre cette coloc très haute en couleur et qui va donc aller à la fac et en même temps va avoir un petit boulot dans une sorte de petit diner spécialisé dans les pancakes. Bref, pour payer sa coloc et pour payer ses frais au quotidien. Ça, c'est de la vie de notre Auguste. Et pour se rendre au boulot, elle est obligée d'emprunter la ligne Q du métro new-yorkais. Et sur cette ligne Q, elle va faire la rencontre d'une jeune femme ici. Donc ça, c'est Auguste. Et ça, c'est notre jeune femme qu'elle va rencontrer dans le métro qui lui tape un peu dans l'œil parce que ma foi, elle est quand même bien mignonne. C'est horrible, mais elle est bien mignonne, elle lui tape dans l'œil et elle a l'air, ma foi, très gentille. Sachant que Auguste, la première fois qu'elle se rencontre, elle s'est renversée du café sur elle, elle a du café sur son t-shirt, bref, elle est pas au top de sa forme. Vraiment, c'est pas là où tu te dis punaise, elle est pimpante de café. Donc voilà, donc Auguste, elle a un petit peu honte avant de se rencontrer et puis après, Auguste va faire sa vie. Mais cette nana qu'elle a rencontrée dans le métro va lui rester en tête parce qu'elle se dit vraiment, elle était jolie, elle avait l'air gentille, machin, et elle regrette un petit peu de ne pas lui avoir parlé. Et quand elle va reprendre cette même ligne, une fois suivante, elle va retomber sur cette même nana et tu te dis, punaise, mais la probabilité dans une ville comme New York de recroiser exactement la même personne dans le train est quand même peu probable. Et du coup, au fur et à mesure qu'elle va être obligée d'emprunter cette ligne, Auguste, elle va se rendre compte qu'elle est toujours avec cette nana. Elles prennent toujours le même train, la même rame. C'est quand même assez dingue. Elles vont commencer à se parler, vraiment à se taquiner. Ça va être la fille du train et la fille du café. Enfin, vraiment, elles vont se taquiner là-dessus. Et Auguste va se rendre compte un jour que, du coup, au fur et à mesure de parler avec notre jeune inconnue, qui s'appelle finalement... Jane. Elle va se rendre compte que Jane, elle a travaillé... elle a travaillé dans le passé dans le même diner où travaille Auguste actuellement et Auguste elle va faire la découverte dans ce diner. On va avoir une photo des années 70 avec notre Jane dessus qui est exactement la même que celle qu'elle côtoie quasiment quotidiennement dans le train et donc là Auguste elle va dire c'est bizarre cette histoire et elle va en parler avec Jane, elles vont voir et en fait on va découvrir que Jane en fait est bloquée dans ce métro depuis du coup visiblement une bonne cinquantaine d'années et qu'elle n'arrive pas à sortir de ce métro. Voilà, je ne vais pas vous en dire plus, je vous en ai déjà dit bien assez. Après, les résumés à la Lumen sont déjà assez spoilants pour que vous sachiez déjà tout ça. Bref, donc on va avoir une petite romance qui va se faire entre les deux, sachant que on a ce côté un petit peu de réalisme fantastique avec cette Jane bloquée dans son métro. L'histoire me plaît bien en soi sur le papier, c'est cool, mais alors dans les faits, qu'est-ce que c'est long, qu'est-ce que c'est chiant. Vraiment, je suis désolée, j'ai abandonné à 330 pages, quelque chose comme ça. Donc quand même, mine de rien, j'en ai lu. Genre, à peu près ça, quoi. J'en ai lu plus de la moitié, donc je suis déjà fière de moi d'être arrivée jusque-là, mais en fait, je me forçais à retourner dans ce bouquin, ça me tentait pas plus que ça. Les personnages, je les ai pas trouvés hyper attachants. Vraiment, les personnages hyper hauts en couleur, très excentriques, j'ai du mal à, comme ceux de la coloc de Auguste, j'ai du mal un peu à m'identifier parce que c'est pas des personnages que je côtoie, que je connais au quotidien, et je les trouve, c'est des personnages que je trouve difficilement attachants, honnêtement, parce qu'ils sont juste hyper excentriques pour être excentriques, mais ils ont pas de faille, ils ont pas de... Je sais pas, je trouve qu'il manque un petit peu d'attache en fait auquel on pourrait se raccrocher pour les trouver touchants. Donc ça c'est un petit peu un point noir je trouve. Et leur romance c'est poupi mais
voilà, c'est Poupie, mais j'en ai lu d'autres qui me touchaient plus, et j'en lirai d'autres que je trouverais plus intéressantes. Et surtout, j'ai eu du mal avec la plume, qui, bon, déjà, est pas dingue en soi. Après, je suis pas la nana qui cherche le plus les belles plumes, donc ça, en soi, c'est pas grave. Mais j'ai eu du mal, et je sais pas si c'est parce que la traduction, ou si c'est le cas aussi en anglais, mais j'ai eu du mal avec tout ce qui était dénomination des personnages. C'est-à-dire que les deux filles vont beaucoup se parler, et dans ce qui est les moments de texte, pas de dialogue, mais les moments de texte pendant qu'elles sont ensemble, en fait, on va vite avoir des groupes nominaux pour les dénommer. Et en fait, c'est toujours la même chose qui revient. C'est-à-dire que Auguste, ça va vite être nommé la fille du café, ou alors ça va être la néo-new-yorkaise, ça aussi ça revenait beaucoup. Bah voilà, au moment où je tombe dessus, je l'ai. La néo-new-yorkaise. Bref, ça va être vite les mêmes groupes nominaux qui vont être utilisés pour les dénommer, sachant que Jane, ça va être la fille du métro, ça va être l'ange, comment il disait, l'ange, je sais plus comment. Bref, pour faire comprendre qu'elle était, que c'était une homo masculine. Enfin bref, c'était tout le temps la même chose. Et t'es là en mode, en fait, juste dis-moi leur prénom, répète, je préfère que tu me répètes leur prénom plutôt que de chercher un moyen détourné pour les dénommer, mais de le répéter tout le temps parce que c'était des fois 2 fois par page le même groupe nominal pour dénommer la personne au lieu de répéter son prénom. Franchement, redonne-moi son nom. Et c'était lourd. En fait, je crois que ça apportait vachement de lourdeur. Et ça les répétitions, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel je suis un petit peu. Ça me tend un peu les répétitions, et là ça me tendait pas mal. À chaque fois qu'il y avait encore une fois la même façon de dénommer tel ou tel personnage, j'étais en mode, ah putain. Pareil, bah du coup, je vous ai dit, il y a un de ses colocs à Auguste qui est médium, donc on disait soit le médium, soit le spirit. Finalement, on disait très peu de fois son nom. C'était soit le médium, soit le spirit. Et en mode, bah, dis son prénom en fait à ce niveau-là, vraiment. Parce qu'en plus, le spirit, je trouve ça hyper bizarre. Bref, j'avais un peu du mal là-dessus. Et le tout mis bout à bout, les personnages auxquels je m'attachais pas, la romance et l'histoire. En soi, l'histoire, je suis curieuse de savoir comment ça se termine, mais je vais demander à quelqu'un qui a lu le livre de savoir comment ça se termine et quel est le fin mot de l'histoire. Et ça s'arrêtera là. J'ai pas envie de me retaper les 200 pages qui me manquaient, je crois. Ouais, les un peu plus de 200 pages qui me manquaient pour terminer le bouquin. Vraiment, ça méritait pas. Ensuite, j'ai découvert en audio un tout petit livre qui me faisait quand même, ma foi, un peu peur. Il s'agit de Né d'aucune femme de Frank Buis, que j'ai ici en version poche. C'est le livre de poche, ouais c'est ça. J'ai le livre de poche, mais comme je vous ai dit, je l'ai écouté pour le coup, je ne l'ai pas lu et je pense que c'était une bonne idée de ma part. C'est un livre qui m'avait été imposé, vous savez, quand je pioche, et qui a été dans 2 pales parce que je l'avais mis dans ma palle de juin et dans ma palle de juillet. Mais lui, je l'ai lu tout début juillet. Donc en soi, il n'est pas resté longtemps dans ma palle de juillet. On est ici. Je ne sais même pas à quelle époque ça se passe au début, parce qu'on va avoir 2 temporalités. On va dire que c'est à peu près notre époque, où on va suivre un homme de foi, un prêtre. On va dire un prêtre, je suis plus sûre qu'il soit bien prêtre, mais un homme de foi du moins, qui va se retrouver à. Je vous ai dit à notre époque, mais en fait on n'est pas du tout à notre époque, mais je sais plus à quelle époque on est. Bon, je dirais qu'on est 19e siècle, début 20e, dans ces eaux-là. Bref, on va avoir un homme de foi qui va se retrouver à donner les derniers sacrements autour du corps d'une défunte dans un hôpital. Et on va avoir l'infirmière. Alors je vous fais court, je raccourcis, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est beaucoup d'histoires sinon pour pas grand chose, mais en gros il va se retrouver par une infirmière qui est autour du corps à lire les carnets que la défunte a laissés derrière elle, que l'infirmière lui a demandé de lire. Et du coup on va voir cet homme de foi qui va découvrir les carnets qui retracent la vie de Rose, notre défunte, et on va avoir du coup la vie de Rose. Cette histoire va être la vie de Rose à travers ses carnets et à travers 2 autres points de vue. Rose, quand on la découvre, son histoire commence, elle a 14 ans, elle est fils de fermier. Du coup elle était hyper pauvre, vraiment d'une famille pauvre. Son père va la vendre, à un homme beaucoup plus riche contre un beau paquet d'argent pour essayer de faire survivre sa famille et pouvoir peut-être agrémenter un peu plus sa ferme. Bref, il la vend, il va s'en mordre les doigts tout de suite et il va s'en mordre les doigts jusqu'à la fin de sa vie. Et Rose, du coup, 14 ans, elle va se retrouver être la bonne dans cette famille qui n'est composée que du mari du maître de maison qui l'a acheté, de sa femme qui est cloîtrée dans sa chambre, qu'on ne voit jamais, et de la mère du mari qui est un petit peu la marâtre, qui n'est jamais contente, qui est pète sec, qui vraiment est détestable au possible, vraiment. Imaginez la méchante belle-mère de Cendrillon. Moi, je l'ai visualisé un petit peu comme ça tout le long, vraiment, un peu plus cruel. Mais dans l'idée, c'était ça. Et du coup, on va avoir Rose, 14 ans, qui va découvrir qu'elle n'a jamais servi quoi que ce soit. Donc, elle va apprendre à maîtriser son métier. Et en même temps, elle va rencontrer un de ses collègues qui, lui, est plutôt en. Ça fait bizarre de dire collègue pour l'époque. Mais elle va rencontrer l'homme qui s'occupe des écuries, qui est, ma foi, un peu plus âgé, qui a peut-être le double de son âge quand on nous le décrit. Donc, un début de trentaine.
fin de vingtaine, début de trentaine, qui va lui dire dès le début, hein, dès le premier ou deuxième jour, barre-toi, vraiment, enfuis-toi tant que tu peux, parce que si tu restes là, c'est la fin pour toi. Elle va se dire, mais en fait, j'ai nulle part où aller, ma famille m'a vendu, donc j'ai plus de famille, j'ai pas de bien, j'ai rien. Si je pars, en fait, je suis perdue aussi, donc autant que je reste. Ici, au moins, je suis nourrie, logis, blanchie. Voilà, j'ai plus à gagner en restant ici que d'aller me perdre, et de toute façon, j'ai nulle part où retourner. Elle va donc rester. Et on va découvrir qu'elle aurait mieux fait d'écouter le conseil de Edmond, du coup, l'homme d'écurie, puisque c'est vraiment pas une belle vie qui l'attend dans cette famille. Elle va vraiment vivre un calvaire dès ses 14 ans. Et c'est absolument glaçant. C'est... Oh là là. C'était hyper bien écrit, la plume était magnifique. Donc comme je vous dis, on va aussi entre trois points de vue. On va aussi entre le point de vue du coup de Rose qui va nous décrire son histoire, le point de vue de Edmond qui donc est cet homme d'écurie qui va avoir dit à Rose de s'enfuir, et le point de vue du père. C'est les trois points de vue principaux qu'on va avoir. On en a d'autres, mais c'est les trois points de vue principaux qu'on va avoir. Le père du coup qui a vendu sa fille, et comme je vous ai dit, qui va s'en mordre les doigts jusqu'à la fin de sa vie. Bref, on va osciller entre tout ça, et c'était vraiment super chouette. Alors c'est bizarre de dire que c'était bien parce que l'histoire en soi est triste, hein. C'est pas un roman où vous allez vous marier. Il se passe des choses horribles pour notre jeune Rose. Il y a des trigger warnings dessus. J'ai pas forcément envie de vous les dire ici, mais je vous invite à me demander, si vous êtes curieux de le découvrir, je vous invite à m'envoyer un message pour savoir si vous voulez que je vous dise les trigger warnings. Mais on a un trigger warning. Je pense qu'après avec le titre et avec la couverture, vous vous en doutez possiblement, sachant ce que je vous dis. Je pense qu'on peut s'en douter. Bref, c'était hyper chouette en audio. En plus, ça passait hyper bien parce qu'on avait du coup les intonations qui étaient faites pour les dialogues, là où quand c'est justement les parties de Rose, donc les parties du carnet que découvre notre homme de foi, on est sur des pleines pages comme ça, et tout ce qui est des discours rapportés en fait n'est pas du tout mis en page différemment. On n'a pas de dialogue en fait qui soit mis en page quand on est sur les moments de Rose, et du coup ça rend la chose un peu indigeste, je trouve, au niveau de la lecture papier, parce que ça fait juste des gros blocs de lecture, et il y a rien, il y a même pas de guillemets, il y a rien qui met en avant que là c'est un discours rapporté et non pas juste du récit pur et dur. Là où avec l'audio, avec les intonations, on comprend très facilement, et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. En plus en audio, il doit faire je crois une dizaine d'heures, et sachant que je l'écoute en x2, enfin ça a été l'histoire de... Enfin vraiment j'ai colorié en même temps, et il y a des moments j'ai arrêté de colorier et j'étais juste en train de phaser, en train d'écouter parce qu'il se passait des choses horribles et parce que ça encourageait tellement. Enfin, c'était vraiment très chouette. J'aime beaucoup les romans un peu historiques comme ça. On est sur l'historique récent, mais quand même tout de même historique, qui relate de ça, qui relate du coup de la condition et de l'abus de pouvoir des personnes riches sur les personnes qui étaient considérées sans pouvoir, et surtout que là, elle a 14 ans. Et la pauvre Rose, elle a vraiment pas eu une belle vie, mais elle va prendre en maturité en 2 secondes et demie. Hein. Vraiment, là, sa vie va la forcer à prendre en maturité. C'était très très chouette. Un petit roman avec une superbe plume. Là, pour le coup, comme je vous disais avant que je suis pas la plus réceptive aux plumes, mais quand il y en a une belle, je sais la reconnaître. Et là, clairement, on est sur une très belle plume. C'était hyper chouette et ça m'a réconciliée avec l'auteur, puisque je vous disais que je rentrais dans cette lecture avec peur, puisque le premier livre de l'auteur que j'ai lu, Buveur de vent, c'était il y a 2-3 ans, je l'avais absolument détesté. Vraiment, là, je vais pas passer par quatre chemins, j'avais détesté le premier ouvrage de l'auteur que j'avais lu, et là, ça m'a réconciliée avec lui. C'était vraiment une belle pépite, et je comprends pourquoi il a été primé, et je comprends pourquoi c'est considéré comme un classique de l'auteur. Vraiment, si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage grandement à le découvrir, mais oui, il y a du trigger warning. Un livre un peu plus léger mais qui va traiter quand même de sujets importants, avec un roman contemporain jeunesse qui n'est autre que Le tourbillon des possibles, écrit par Clara Hérault et publié aux éditions Hachette Romans. C'est cette fois-ci un service de presse que j'ai reçu de leur part. Je suis contente de l'avoir enfin découvert. Je vous l'avais mis dans ma palle du mois de juin. Je ne l'ai pas lu au mois de juin, mais je l'ai lu début juillet, donc c'est cool. Je suis contente. Ici, on va suivre notre jeune Léonie qui vient de finir ses études de cinéma à Paris et qui, du coup, pour les vacances d'été, va rentrer dans sa famille, enfin rentrer chez sa mère parce que son père et sa mère sont séparés, son père il est jamais là, enfin vraiment il est absent dans sa vie, donc elle va rentrer chez sa mère qui a, je sais plus le nom du patelin, mais dans un patelin Ardelot, qui est pas loin de Boulogne-sur-Mer, donc dans le nord. Et elle déteste rentrer dans ce patelin parce qu'elle n'a plus aucune attache là-bas. Pour elle, sa vie est à Paris, ses amis sont à Paris. Sa mère, en plus, quand elle rentre, est partie en vacances avec son nouveau conjoint, donc elle se retrouve toute seule. Enfin, elle se retrouve toute seule, oui et non, parce qu'il y a sa petite sœur, en plus, qui est censée venir la chercher à la gare, qui n'est pas là parce que madame a prévu de faire ceci, cela. Bref, Léonie se retrouve toute seule, vraiment, elle rentre chez elle, elle est toute seule. Et du coup, elle va un petit peu déprimée comme ça parce qu'elle va rentrer dans le début de la vie d'adulte, c'est-à-dire la recherche du travail à la sortie de son master de cinéma, sachant que le monde du cinéma, c'est quand même un monde où
c'est beaucoup de réseaux ou beaucoup de chance ou beaucoup de connexions, là où elle n'en a pas, donc elle va galérer à chercher, donc elle va galérer à trouver son premier boulot et elle n'a qu'une seule envie, c'est vraiment rapidement trouver un travail sur Paris pour retourner vivre sur Paris et puis voilà, basta le Nord, elle n'a rien à y faire ici. Sauf que rien va ne se passer comme prévu puisqu'elle va un petit peu galérer à trouver un travail. Elle va retrouver aussi son voisin d'enfance du coup, qui est le voisin de sa mère, avec qui elle a eu un été un petit peu palpitant, dirons-nous, avant son départ. C'était un petit peu son sex friend, sauf que lui on le sait, elle nous le dit depuis le début, qu'il a toujours été amoureux d'elle, et elle n'a jamais eu de sentiments pour lui, c'était juste pour tirer son coup, dirons-nous. C'est un peu triste, c'est un peu dur dit comme ça, mais c'était juste pour coucher en fait, c'était vraiment rien de sentimental, c'était vraiment juste purement pour l'acte. Et du coup ils vont se retrouver, elle apprend que en plus les parents de son ami, enfin elle va apprendre justement que les parents de Samuel, il s'appelle, ont vendu leur maison et que lui il est juste là pour la vider maintenant et qu'après c'est finito pipo. Donc on va avoir notre Léonie qui se retrouve comme ça, toute seule, parce que sa sœur elle est souvent sortie, donc elle est souvent toute seule, à ne pas réussir à trouver de travail, à un petit peu déprimée dans son nord natal. Elle va essayer de renouer des liens avec ses amis de l'époque qui sont tous plus ou moins partis, qui ne sont plus du tout dans ce patelin. Et du coup, elle va chercher à s'occuper. Elle va faire face à la réalité de la vie d'adulte de qu'est-ce qui se passe après la fac. Une fois qu'on est sorti du cadre scolaire, que finalement on n'est plus entouré de cette bulle-là, de cette sécurité-là, et qu'on vraiment on est voué à se débrouiller par nous-mêmes, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'elle arrivera à retourner à Paris? Est-ce que finalement avec Samuel il va pas se passer quelque chose? Bref, je vous laisse découvrir tout ça via cette lecture. C'est une lecture que j'ai bien appréciée, vraiment que j'ai bien appréciée, mais il y a des points noirs. Je vais commencer par les points noirs, et pour moi le gros point négatif de cette histoire, c'est Léonie. Léonie, elle est difficilement supportable sur les 3/4 du roman, honnêtement. Comme je vous ai dit, au début, elle arrive, elle retourne dans son nord natal, vraiment, ça lui fait pas plaisir, et elle le fait bien comprendre à peu près à tout le monde, que ça la fait chier de retourner là-haut, qu'elle voudrait rester à Paris, parce que pour elle, sa vie, c'est Paris, et le nord, elle a rien à y faire. Elle se plaint de sa sœur qui ne vient pas la chercher à la gare quand elle arrive. Sa sœur n'est pas à sa disposition, elle a sa vie, bah écoute, c'est normal. Elle se plaint que sa mère soit en vacances avec son conjoint à l'autre bout de la France, alors que madame est en train de rentrer à la maison. Bah oui, mais ta mère a le droit d'avoir sa vie. Sachant que c'est Léonie qui a déplacé son retour, elle était censée revenir la semaine précédente, je crois, et finalement elle a décalé son retour. Du coup, bah sa mère à la base était présente, maintenant elle ne l'est plus. Tu peux pas en vouloir à ta mère d'avoir des vacances, en fait, c'est pas possible. Bref, elle est très égocentrée, tout tourne autour d'elle, tout doit être fait pour elle. Elle comprend pas que les gens ne soient pas à sa disposition H24, et c'est insupportable. Vraiment, elle a trop eu la belle vie, ça fait un peu la princesse. Et en fait, c'est bizarre parce qu'elle a 2 sœurs, elle a aussi une grande sœur qui vit plus chez sa mère, qui a son mari et qui a sa vie sur l'île. Donc elle, on la voit, cette grande sœur, mais au début on la voit pas forcément. Mais je veux dire, elle a vécu en étant, je sais plus comment on dit, la fille du milieu. Je suis nulle sur cadette, aînée, tout ça, je sais jamais les noms, je suis désolée. Mais c'est l'entre-deux, quoi. C'est le deuxième enfant d'une fratrie de 3. Donc elle a vécu avec d'autres personnes, c'est pas comme si elle avait le syndrome de l'enfant unique, pas du tout. Mais pourtant, elle est tout aussi exécrable qu'un enfant unique pourrait l'être. De la part d'un enfant unique. Mais vraiment, tout doit lui tomber tout cru, tout le monde doit être à sa disposition, elle comprend pas que tout n'aille pas dans son sens, que elle fait face à la réalité, que bah oui, la vie c'est pas forcément facile, c'est pas parce que t'as fait des études que hop là, un boulot va te tomber tout cru dans la bouche. Non, faut rechercher, faut galérer, c'est à t'es jeté dans le grand bain tout de suite. Et ben vas-y, tu es une tortue maintenant, c'est à toi de savoir nager par tes propres moyens dès ton plus jeune âge, donc dès ton début dans la vie d'adulte. Et ça, Léonie, légèrement supportable, hein. Vraiment, c'était très compliqué. Heureusement, elle évolue sur la fin, mais quand même, il y a une longue partie où tu te dis, putain, Léonie, franchement, arrête de ne penser qu'à toi et de ne voir le monde qu'à travers ton prisme. Il y a d'autres choses, il y a d'autres personnes qui évoluent autour de toi, qui ont leurs propres ressentis, leurs propres états d'âme. Essaye de les prendre en considération aussi quand tu dis ceci, quand tu fais cela, parce que tu ne penses qu'à toi, tu ne vas pas plus loin que le bout de ton nez, et c'est frustrant, quoi, c'est frustrant. Donc voilà, pour moi, le gros point négatif, c'est Léonie, mais en même temps, le roman est hyper chouette parce que il est hyper réaliste en fait. Il est hyper réaliste dans le sens où on peut s'y retrouver. Je pense on est plusieurs quand même à l'avoir, ou à peut-être dans le futur l'expérimenter. Le fait de sortir du cadre scolaire, avoir fini ses études, alors que ce soit n'importe quel niveau d'études, que vous ayez le brevet, que vous soyez arrêté au brevet, au bac, que vous ayez fait, je sais pas, un BTS, une licence, master, doctorat, genre, on s'en fout. N'importe quel niveau d'études, mais je pense que on est tous susceptibles de vivre ce moment-là on sort du cadre scolaire et on se retrouve plongé dans la vie d'adulte et on se dit merde, qu'est-ce que je fais maintenant?
on m'a pas appris à être adulte en fait. Et ça c'est quelque chose que reproche Léonie, et pour le coup que je comprends totalement, c'est t'arrives dans la vie d'adulte et t'es là en mode mais je sais pas être adulte. Est-ce qu'il y a un manuel de la vie d'adulte, comment être adulte, quelles sont les règles, qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut réagir sur ceci, cela, quelles sont les réactions à avoir, quels sont les réflexes à avoir, bref. On va voir Léonie qui va se chercher en tant qu'adulte, qui va comprendre aussi ce que c'est que faire des concessions, parce qu'elle va arriver avec des rêves plein la tête. Comme je vous dis, pour elle la vie serait facile, elle retrouverait un travail en 2-2 à Paris et elle commencerait à vivre sa meilleure vie à Paris en 2 secondes et demie. Non, la vie c'est pas aussi simple, c'est savoir faire des concessions de est-ce que finalement avec les moyens que tu as, tu peux encore espérer vivre sur Paris? Oui, non. Si c'est pas le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que vraiment les boîtes qui te font le plus envie, elles recherchent du taf? Oui, non. Dans ce cas-là, si c'est non, allez voir ailleurs. Quelles sont tes prétentions au niveau de ce que tu peux faire niveau boulot? Il y a ce que tu aimerais faire, ce qui te fait rêver au niveau du job, mais il y a aussi la réalité des choses de est-ce que ton profil est intéressant pour faire ce que tu aimerais faire. Bref, elle va faire face à tout ça au début de la vie d'adulte, à la recherche du premier travail, et elle peut se faire une introspection sur qui suis-je, qu'est-ce que je vaux, et c'était hyper intéressant, ça j'ai vraiment beaucoup aimé. Et on va avoir une petite amourette, comme je vous disais, les sentiments qui vont commencer à s'entremêler avec ce jeune Samuel. Et ouais, c'était sympa, mais je vous ai beaucoup parlé de Léonie, mais je sais que c'est parce que aussi, j'ai 30 ans, et Léonie, elle a un début de vingtaine, et il y a plein de mal de fois, je l'ai trouvée très jeune en fait, en même temps, est-ce que je peux lui en vouloir? Est-ce que j'étais pas un petit peu pareil à son âge? Je pense pas, mais j'ai connu des gens qui étaient comme ça et ça me choquait moins à l'époque. Je pense que ça me choque parce que j'ai du recul, parce que maintenant je suis ancrée dans ma vie d'adulte et que je sais que elle a pas besoin d'avoir aussi peur de tout ce qui peut s'y passer, mais en même temps est-ce que je peux lui en vouloir? Parce que c'est un moment dans une vie qui fait peur. Et bref, c'était un roman très très cool, malgré tout ce que je peux vous en dire. Vraiment les réflexions sont hyper cool. Je me suis reconnue dans Léonie, enfin pas dans Léonie parce que je ne suis pas Léonie, mais je me suis reconnue dans les confrontations et dans les obstacles qu'elle est obligée de surmonter, parce que j'ai un petit peu vécu ça, pas forcément à la sortie de fac, parce qu'à la sortie de fac, moi je savais directement que je voulais aller vivre à l'étranger. Je suis partie quelques mois après ma licence vivre au Japon, ça c'était acté, c'était un projet qui était déjà fait, mais j'ai été confrontée à ce qu'elle vit dans ce roman quand je suis revenue en France et que je suis retournée chez mes parents et j'avais 25 ans, donc c'était d'autant plus dur parce que j'avais déjà commencé ma vie d'adulte, mais finalement je n'avais jamais commencé ma vie d'adulte en France, donc je redécouvrais un pays, je redécouvrais aussi le monde du travail et quelles étaient mes prétentions. Et pareil, je suis retournée chez mes parents dans une ville que je n'apprécie pas et dans laquelle je ne voulais pas rester. Donc l'objectif c'était de retourner dans une grande ville et c'était compliqué. Donc ça, il a aussi beaucoup fait écho à mon passé, celui-ci. Et c'est pour ça que je remercie l'autrice de l'avoir écrit. Et je pense que c'est un roman qui est hyper important parce que finalement, c'est un moment hyper charnière dans une vie dont on n'écrit rien, dont on ne parle pas et qui peut pousser un petit peu à l'introspection et à beaucoup de questionnements de notre part. Et je trouve ça cool qu'elle ait écrit sur ce questionnement, sur ce moment charnière d'une vie. Et je vous encourage grandement à le lire si vous êtes possiblement confronté à ce moment-là dans votre vie actuellement, si vous l'avez vécu et que vous avez envie de lire un livre dans lequel vous pourriez vous reconnaître, ou si vous en avez peur, ça peut aussi vous permettre de grave relativiser sur ce qu'est la vie et ça va apporter pas forcément des solutions, mais ça va vous apaiser sur des difficultés auxquelles vous auriez peur de devoir faire face. Bref, c'était chouette, mais Léonie vraiment évolue. Et enfin, le dernier roman que j'ai terminé à l'heure actuelle, c'est un roman qui n'est pas dans ma palle de juillet, puisque c'était une lecture qui m'a été imposée sur Twitch. Sur Twitch, il y a un concept de roulette, le tourner roulette, que vous pouvez utiliser avec ce qu'on appelle sur Twitch des points de chaîne. Donc c'est des sortes de points que vous cumulez à force de visionner les lives, donc c'est complètement gratuit. Et au bout d'un certain prix, vous pouvez utiliser ces points pour faire du coup ce que j'appelle le tourner roulette. C'est une sorte de roue style roue de la fortune, sur laquelle il y a une case qui s'appelle prochaine lecture, et c'est-à-dire que la personne qui a utilisé ses points de chaîne pour faire tourner la roulette m'impose ma prochaine lecture à partir d'un livre qui se présente dans ma palle. Et donc Mano l'a utilisé pour choisir un livre qui n'était pas du tout dans la palle de juillet. Je la remercie. Et elle m'a donc choisi de lire 1991 de Franck Tillier, publié aux éditions Fleuve dans leur collection noire. C'est la première enquête du coup de Charcot, l'inspecteur que l'on suit dans beaucoup d'ouvrages de l'auteur. Sauf que là c'est sa première enquête, mais ce qui a été écrit après une grande partie de ses autres enquêtes. C'est donc un petit peu la genèse ici de notre inspecteur Charcot qui vient tout juste d'arriver à la PJ de Paris. Et du coup ça va être ça. Première affaire ici. Première affaire dans laquelle il va être plongé un peu d'une façon dérobée, dirons-nous, puisque il est au 36 quai des Orfèvres, son lieu de travail, du coup, la PJ de Paris, et un homme va arriver hyper chamboulé en lui montrant une photo
Une photo sur laquelle on voit une femme ligotée sur un lit qui a l'air très très mal en point ma foi, et avec une adresse à l'arrière de cette photo. Et Charcot va tout de suite aller se jeter dans, je vais pas dire dans la gueule du loup parce que c'est clairement pas le cas, mais il va prendre ça en main, il va pas forcément en parler à ses responsables, et il va de suite aller à l'adresse indiquée sur le dos de cette photo pour essayer de voir ce qui s'y trouve, et il va découvrir du coup le cadavre de cette femme que l'on voit sur la photo, puisque depuis cette personne est décédée. Je sais pas pourquoi je le dis en chantant parce que c'est pas drôle, mais du coup cette personne est décédée, et du coup voilà, Charcot va être amené à mener cette première enquête avec du coup toute une équipe, sa première équipe d'enquêteurs qui est avec lui à la PJ. Là il a à peine 30 ans, donc il est tout jeunot, et on va suivre du coup cette enquête, et c'était hyper chouette. Ça m'a permis de découvrir La Plume de Franck Tillier que je n'avais encore jamais lu, et ça m'a permis surtout de découvrir le personnage de Charcot ici donc comme je vous disais, dans son début de trentaine, sur cette première affaire. Une affaire que j'ai trouvée rondement bien menée. C'est un livre que j'ai aussi écouté, enfin non, j'ai commencé à le lire en papier, et j'ai fini par l'écouter parce que je faisais autre chose en même temps, et enfin je coloriais je crois principalement, hein, c'était surtout du coloriage, et vraiment il n'y a pas à dire, livre audio coloriage, le combo gagnant à tous les coups, et c'était hyper chouette. C'est un roman qui s'est dévoré. Déjà en papier je le lisais bien, et en audio pareil, ça allait très vite. C'était l'histoire, je crois que je l'ai lu en 48 heures, hein, vraiment ça s'est dévoré. Le thriller ça se lit toujours hyper bien, la plume est fluide, l'enquête va vraiment nous amener en fait on pense que ça va rester dans un truc un peu niche, et que ça va pas être forcément hyper difficile, enfin en tout cas c'était mon ressenti. Au début je me disais oui c'est un petit peu cousu de fil blanc, ça va être relativement simple, nanana, et puis finalement ça va ratisser vachement plus large. On va aborder des termes, on va beaucoup s'intéresser à la magie ici, on va nous parler de Houdini par exemple, donc ça va ratisser beaucoup plus large. On va quitter aussi Paris et sa banlieue pour aller voir un petit peu plus large. Bref, ça va être hyper chouette. Le retournement de situation final, je l'avais absolument pas vu venir, enfin si je l'ai vu venir, mais peut-être 10 pages avant qu'on nous l'avoue, donc je l'avais pas vu venir quoi. Bref, c'était très très cool, et ça m'a donné encore plus envie de découvrir d'autres enquêtes de Charcot, et de continuer de suivre ce personnage, et de continuer de découvrir aussi La Plume de Franck Tillier, sachant que j'ai 2 autres livres de Tillier dans ma palle. J'ai Il était 2 fois, et non en fait j'ai que Il était 2 fois, qui n'est pas du tout une enquête de Charcot. Donc du coup j'ai pas d'autres livres de Charcot, donc je pense que ça sera le moment de commencer à m'intéresser à cette saga, si on peut dire, du coup où on suit cet inspecteur. Et en plus de ça, je sais que c'est une saga qui sera amenée à intéresser ma mère, parce que ma mère, grande fan de thriller, vous sachez. Donc voilà, en tout cas merci beaucoup Mano de m'avoir forcé à le sortir de ma palle, parce qu'il s'est absolument dévoré. Je suis trop contente d'avoir pu le lire, et puis du coup ça m'encourage encore plus à découvrir l'auteur, et je comprends maintenant pourquoi quand Mano me l'avait sélectionné, vous aviez été plusieurs dans le chat à me dire mais tu vas voir, ça se lit hyper bien, c'est hyper chouette et tout. Vous aviez grave raison, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien, j'ai pas d'autre chose à dire, c'était hyper chouette, j'ai trop kiffé. Voilà, donc c'en est tout pour mes lectures finies actuelles de juillet, et je ne sais pas quand je vous retrouve, parce que ma lecture en cours, eh bien écoutez, c'est une belle pavasse qui m'a aussi été imposée sur Twitch, qui n'est aussi pas dans ma palle du mois de juillet, donc ça ne m'arrange encore pas du tout, mais enfin bon, on va s'en sortir. En tout cas c'est une belle pavasse, mais que j'aime beaucoup, donc c'est l'avantage, c'est une pavasse, mais que je vais pas dire que je dévore, parce que clairement je la dévore pas, mais que j'aime bien, enfin que j'aime beaucoup même, donc c'est cool. Je vous retrouve du coup pour le prochain update quand j'aurai terminé cette pavasse. Et je vous reprends, on est le jeudi 17 juillet dans la matinée. Je vous reprends parce que j'ai fait 3 lectures depuis la dernière fois. Ça carbure de fou pour le mois de juillet. Je carbure vraiment très très fort, et je suis assez fière de moi, je peux vous mentir. Du coup je vous retrouve pour vous parler de mes 3 dernières lectures. Il y en a une que j'ai lue peut-être même avant le dernier dont je vous ai parlé. Non, quoique le dernier dont je vous ai parlé ça devait être 1991. Donc non, pas avant, mais que j'ai lu juste après, puisqu'il s'agit de Dame of the Forest, écrit par Daong, et c'est publié dans la collection Yam Yam chez Milan. C'est donc un roman graphique qui est sorti, j'en profite, j'ai encore le communiqué de presse, il est sorti le 25 juin, donc il est sorti il n'y a pas bien longtemps. Et regardez-moi ça c'est notre personnage de Dame, qu'il est trop kiki, et dedans du coup on va suivre donc Dame, notre jeune garçon qui se rend compte à l'école qu'il a des sortes de facultés pour pouvoir faire pousser très rapidement les plantes. Si limite il ne lui suffit pas juste de regarder un peu trop intensément des plantes pour qu'elles poussent hyper vite, donc il se rend compte qu'il a cette faculté là, et donc il va se mettre à s'occuper des plantes qu'il y a dans son école, et parallèlement à ça on va se rendre compte qu'il ne grandit pas et ne vieillit pas, donc il va voir ses parents mourir, il va voir sa petite sœur grandir, vieillir, avoir des enfants, faire sa famille, mourir, et lui reste toujours dans son corps de je sais plus quel âge. Ça commence qu'il a quel âge? Je ne sais plus. 14 ans. Il reste dans ce corps d'enfant de 14 ans.
Et donc on ne sait pas ce qui se passe. Il va se rendre compte un beau jour en touchant un enfant perdu qu'il veut aider, que en touchant justement cet enfant qu'il veut aider, celui-ci grandit, pareil et vieillit, devient un beau jeune homme et il se dit ok, il y a un souci, sachant que les gens autour de lui ont vu ce tour de passe-passe et là Dame va partir se réfugier dans la forêt en se disant ok, de toute façon je suis hors norme, je ne vais pas, je suis un danger en plus pour les gens puisque je les fais grandir comme ça, enfin il se sent dangereux, il se sent aussi menacé par les autres autour de lui et donc il va aller se réfugier dans la forêt et il va vivre comme ça pendant très longtemps en exil dans la forêt jusqu'au jour où un petit garçon va venir le retrouver en disant que c'est le village qui l'envoie pour savoir qui est le gobelin qui hante la forêt. Désolée si vous entendez le bruit du ventilo, je suis allée le brancher parce qu'en fait je suis en train de mourir de chaud, je me rends compte que je suis en train de transpirer d'à peu près tout ce qui est transpirable, c'est plus possible. Bref, du coup Dame of the Forest, je vous ai fait le pitch et c'était vraiment très très chouette, c'est un roman avec vraiment des graphismes très épurés. On est vraiment sur des graphismes très très épurés. Ça se lit très vite parce qu'il n'y a pas énormément de bulles, de dialogue. Vous voyez, il y a beaucoup de pages comme ça où c'est juste purement du dessin, donc ça se lit relativement vite. Il y a une grosse portée écologique que j'ai trouvé très chouette. J'ai trouvé le personnage de Dame au début très touchant, puis après il en devient pas hautain du fait en fait il dit aux gens ne m'approchez pas, je suis dangereux, mais il en devient presque un peu condescendant dans un sens, en mode non mais ne m'approchez pas. Et on va avoir du coup cet enfant qui va aller le chercher parce que le village lui a dit d'y aller et lui, il est touchant, par contre, cet enfant qui, pareil, Dame va le toucher et va grandir d'un coup. Mais il va grandir, certes, physiquement, mais il va garder cette âme d'enfant. Et c'est très, très poupi parce qu'on va surtout suivre un peu l'histoire de son côté. Au début, on va suivre Dame. Et une fois qu'il est dans sa forêt en exil, on va suivre l'histoire du point de vue de cet autre enfant que Dame va faire grandir. Et cet enfant, comme je vous dis, bien qu'il soit grand, qu'il soit adulte physiquement, ou en tout cas... grand vieil adolescent, il reste avec cette âme d'enfant, avec cette volonté de vouloir aider, puis il se rend compte surtout qu'il peut pas retourner dans son village parce que à un moment ou un autre on va sortir de la forêt et on va se rendre compte que le monde a complètement changé par rapport à ce que Dame avait laissé, donc ça laisse présager aussi du temps qu'il a pu se passer, donc bref, il y a vraiment beaucoup de choses, ça va parler d'amitié, ça va parler d'écologie, ça va parler de différence, ça va parler de beaucoup de choses, alors ça se lit vite même si c'est un bon gros roman graphique et franchement je vous le conseille et j'ai très hâte de lire la suite parce que vraiment le fait de sortir de la forêt nous fait comprendre qu'effectivement beaucoup de choses ont changé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a changé? Bref, il y a encore beaucoup de questionnements qui restent en suspens et j'attends la suite pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, je vous avais parlé de 1991 de Franck Tillier dans le rush précédent en disant que c'était une lecture imposée. Eh bien écoutez, une fois n'est pas coutume, sur Twitch, vous avez continué de m'imposer des lectures et la suivante, c'est une toute petite lecture avec Elantris de Brandon Sanderson, publiée ici en poche au livre de poche. On est sur un livre de quasiment 1000 pages, voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Wouhou! Bref, un petit bébé, c'est qui m'a été imposé par Galaden celui-ci. Galaden en même temps, grande fan de Brandon Sanderson, je ne pouvais pas m'attendre à moins. Ce qui était très drôle, c'est que quelques jours avant, on avait justement parlé de tout l'univers du Cosmere de Brandon Sanderson, et je disais que je savais pas par quoi commencer, que dans ma page j'avais Elantris et les 2 premiers tomes des archives de Rochard, et Galaden qui me dit, en fait faut pas commencer par ça, faut commencer par Fils des Brumes. Dans ma tête c'était, d'accord, j'ai rajouté Fils des Brumes dans ma wishlist. Et quelques jours plus tard, elle m'a posé Elantris, donc ça ne se tient pas. Ça ne se tient pas. Bref, je rigole bien évidemment. J'ai donc lu Elantris que j'ai pas mal dévoré. Alors, vous allez voir qu'il y a un petit post-it au milieu. En gros, ici, c'est une intégrale qui regroupe 2 livres, parce que Elantris, normalement, est découpée en 2. J'ai lu l'équivalent du premier livre en papier, et j'ai écouté l'équivalent du deuxième en audio, et en fait, l'audio, c'est dévoré, vraiment, je crois que c'est l'histoire de même pas 24 heures pour écouter l'équivalent de 500 pages. Vraiment, je l'ai dévoré. Bon, après, j'écoute en x2, donc ça aide aussi, certes, mais c'était tellement bien. Ici, on va suivre 3 points de vue. On va d'abord suivre le point de vue de Raoden, qui est un jeune prince dans un royaume qui abrite la cité d'Elantris, mais la cité d'Elantris, c'est une ancienne cité divine, en fait, là où allaient les gens qui avaient été un petit peu touchés par les dieux et qui en devenaient eux-mêmes pour pour vivre dans cette cité. Vraiment, c'était l'Eldorado dans un sens, pas dans le sens richesse, mais dans le sens où il y avait des pouvoirs divins. Bref, c'était la cité des dieux, plus comme l'Olympe, finalement. Et cette cité a complètement été changée il y a une dizaine d'années, il y a eu un choc, il s'est passé quelque chose. Tous les dieux, ceux qui s'en rapprochaient, ont disparu et sont tombés en disgrâce. Et quand les personnes avaient ce changement qui avant les transformait en dieux, maintenant ça les transforme en des sortes, ça les tue.
mais ils restent vivants. Donc c'est des morts vivants, mais pas des morts vivants en mode zombie. C'est des morts vivants en mode des gens qui vont continuer de vivre. Ils vont avoir des taches noires qui vont se mettre sur le corps. Ils vont vieillir prématurément. Et puis bah, ils vont commencer au bout de quelques mois après ce choc pour eux, ils vont commencer à vraiment à vriller et à devenir fous. Donc on va suivre Raoden, qui est le prince du royaume dans lequel se trouve la cité d'Elantris et qui vit dans la cité, dans la capitale, qui est juste à côté d'Elantris. Et l'histoire commence sur Raoden qui subit ces transformations et qui devient lui-même un mort-vivant. Donc il va être amené, comme tous ceux qui subissent ces transformations, dans la cité d'Elantris, en fait, où ils sont complètement emprisonnés dans cette cité qui est détruite, qui est laissée à l'abandon. Et donc il va se retrouver là-bas. On va aussi suivre le point de vue de la princesse Sarene, qui était censée être celle qui devait se marier à Raoden, qui vient d'un royaume voisin. Elle, on commence à la suivre, elle fait le voyage justement pour arriver dans le royaume où elle devait se marier, où elle devait épouser Raoden. Sauf que, bah du coup, Raoden est considéré comme mort, alors on cache aux yeux de tous qu'il a eu cette transformation et qu'il a été envoyé à Elantris. On cache ça au royaume, on dit qu'il est mort, de façon très vague, et du coup Sarene arrive dans ce royaume et bah elle est veuve avant même d'avoir été mariée, puisque dans le contrat de mariage c'était marqué très clairement que même si l'un des deux parties mourait avant que le mariage puisse être prononcé, puisse être signé, et bien il serait quand même considéré comme tel. Donc du coup Sarene est vraiment princesse et se retrouve du coup dans ce royaume veuve. Impossible de se remarier avec un beau-père, donc le roi au pouvoir, un beau-père ma foi très machiste, pas du tout branché, enfin qui est là parce que c'était l'homme le plus riche au moment du changement de gouvernement, mais qui sait pas du tout régner, vraiment, et c'est pas du tout sa cam. Et on va en même temps suivre du coup le troisième point de vue, celui de Raten, qui lui est une sorte de prêtre plus d'une religion qui s'est énormément étendue dans les royaumes voisins et qui cherche à venir aussi s'étendre dans le royaume du coup où se passe toute l'action. J'ai mangé le nom du royaume en fait, c'est pour ça que je vous le dis pas. Le royaume où se trouve Elantris, Arelon, le royaume d'Arelon. Donc c'est là où c'est dans ce royaume-là que tout va se passer. Et donc on va avoir Raten qui va être emmené, qui va faire une sorte de croisade pour étendre sa religion dans le royaume d'Arelon. Et donc on va avoir ces trois points de vue. On va tourner vraiment un chapitre égale un point de vue différent. Entre Raoden, où on comprend que peut-être ça va au-delà du fait que ça soit juste des morts-vivants, on s'entend, ceux qui sont envoyés à Elantris, on va comprendre vraiment ce qui se passe. Lui, il va comprendre, essayer de comprendre pourquoi il y a eu essayer de mettre en place quelque chose pour que les gens arrêtent de mourir de faim en fait dans la cité d'Elantris, parce que clairement ils sont envoyés à mourir. Et on va avoir Sarene qui va essayer de retourner un petit peu le gouvernement parce qu'elle se rend compte que le roi en place, bah, il est nul quoi, il est mauvais et que le royaume est voué à ne pas durer bien longtemps. Et en même temps on va du coup avoir Raten, comme je vous dis, lui qui a pour but de mettre en place sa religion dans ce pays qui est un petit peu l'irréductible gaulois. Il reste dans tout l'univers que l'on connaît ici d'Elantris, il n'y a que 2 royaumes qui n'ont pas encore capitulé face à cette religion qui est en train de tout dévorer et qui devient un petit peu une religion état. Donc voilà, ça va être les 3 points de vue qu'on va suivre et c'était hyper bien. Alors même si le bouquin il fait quasiment 1000 pages, ça s'est dévoré. J'ai adoré suivre les 3 points de vue. Les 3 personnages sont hyper intéressants parce que ils ont chacun leurs objectifs. Ils vont tous interagir les uns avec les autres plus ou moins souvent, plus ou moins rapidement dans le bouquin pour des raisons plus ou moins diverses. Bref, c'était hyper chouette, je ne sais pas quoi vous dire. Ça m'a permis de découvrir, de mettre un pas vraiment dans l'univers du Cosmere de Brandon Sanderson et je suis hyper contente. C'était hyper chouette. On a l'impression, j'avais peur en fait que ça soit trop dense, qu'il y ait beaucoup de choses que je ne comprenne pas. Alors, il y a beaucoup de termes qui sont spécifiques comme ça à cet univers, mais qui nous sont bien expliqués ou alors qui sont bien mis en contexte, qui fait qu'on les comprend. Et au pire, on a des incompréhensions au début, mais ça passe très rapidement. Vraiment, là, c'est pas 100 ou 150 pages d'incompréhension que vous allez avoir, ça va passer tout seul. C'est hyper cool. Les personnages, il y a vraiment tout type de personnages. T'en as que tu sens qui sont foncièrement gentils, auxquels tu vas t'attacher et tu sais que tu peux y aller de façon un peu sécuritaire. T'en as d'autres, tu te dis, lui il est gentil, mais est-ce qu'il l'est vraiment? Ou alors il y en a d'autres qui sont foncièrement méchants aussi, et d'autres qui sont méchants, mais en même temps tu te dis, hey, est-ce qu'il va pas retourner sa veste et peut-être comprendre qu'il fait des choses pas ouf? Il y a vraiment de tout. Il y a un personnage qui est un petit peu la pointe d'humour, on va dire. Il y a de la magie, si on va dire que c'est de la magie, il y a de la magie, il y a plein de choses. C'est une très bonne fantaisie adulte. Vraiment, n'ayez pas peur que ça soit trop dense parce que ça ne l'est pas du tout. Pourtant, je ne suis pas forcément hyper habituée à la fantaisie adulte, j'en lis même très très peu, voire
occasionnellement, c'est même pire que ça. Donc, de mon point de vue, c'était hyper accessible. N'ayez pas peur de vous plonger dans du Brandon Sanderson. Je sais que l'univers entier du Coco peut faire peur, mais écoutez, Elantris, ça peut être une bonne façon de commencer. Alors, aussi, même si pour l'instant Elantris c'est un one shot, on m'a susurré à l'oreille sur Twitch que c'est prévu qu'il y ait un tome 2 et un tome 3 d'Elantris. Donc, eh ben, c'est pas un one shot encore pour longtemps. Donc peut-être si vous voulez le commencer, bah vous pouvez le faire maintenant. Vous serez à jour pendant un certain temps, mais je crois que de toute façon le tome 2, qu'est-ce que me disait Galaden, je crois que c'est 2030 quelque chose. Donc il y a le temps avant qu'il arrive. Mais, comme ça au moins, je serai à jour. Quand il arrivera le tome 2, je pourrais dire, allez, je me mets à jour sur du Brandon Sanderson parce que c'est pas tout ça, mais bon, j'ai lu le tome 1 quand même. Ça n'arrivera pas souvent cette chose, donc j'en profite. Mais en tout cas, une très bonne lecture, je lui ai mis 5 étoiles franchement. Et comme jamais 203, ma lecture suivante, qui est la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui, était aussi une lecture imposée. Cette fois-ci, il m'a été imposée par la bibliothèque d'Emilia, donc ma copine Émilie. Il s'agit de Recherche Gentleman Fortuné. Donc c'est le premier tome de guide à l'usage des jeunes filles, écrit par Sophie Irwin et publié aux éditions Calman Levy. Je trouve ça très drôle qu'elle me l'ait imposé sur Twitch, puisque c'était déjà un livre qu'elle m'avait offert à Noël en 2023. Oui, ça fait un bout de temps qu'il est dans ma palle, que je ne l'ai pas sorti. Écoutez, je pense que vous comprenez avec le peu de livres, parce que vous voyez finalement pas grand chose de mes étagères, mais je pense que vous comprenez avec les étagères que j'ai derrière moi que j'ai beaucoup de livres à lire. Donc finalement, 1 an et demi dans la palle, c'est pipi de chat, c'est pipi de chat. Ici, on est en 1818 en Angleterre, donc en pleine régence anglaise. Déjà, rien qu'avec ça, j'étais eu. Mais on est du coup en province, en Angleterre, où on va retrouver notre jeune Kitty Talbot, donc Catherine, mais Kitty Talbot, qui est l'aînée d'une fratrie de 5 sœurs qui sont orphelines puisque leurs parents sont décédés l'un après l'autre. Et donc c'est à Kitty, l'aînée de cette fratrie, qu'il incombe de assurer la sécurité de ses sœurs en se mariant pour avoir une sécurité financière, puisque leurs parents, en décédant, leur ont laissé une bonne sacrée dose de dettes avec un cottage, c'est pas vraiment un cottage, mais avec une demeure qui tombe un peu en ruine, qui nécessite des réparations, bref, beaucoup de frais qui doivent arriver ou qu'il faut rembourser. Donc bref, les 5 sœurs, à l'époque, les filles n'avaient pas de revenus, ont besoin d'un homme pour subvenir à leurs besoins, et donc c'est Kitty qui va en avoir la charge en essayant de trouver un mari qui pourra subvenir aux besoins de sa fratrie, sachant qu'au tout début, ça commence par Kitty qui se fait larguée par son fiancé avec qui elle est fiancée, donc depuis 2 ans qui la largue sous prétexte qu'il a trouvé une autre jeune femme qui l'attire beaucoup plus, et que finalement, bon, Kitty elle est bien gentille mais il s'en fout un peu. Donc Kitty elle se dit, ah, parce que j'avais ma sécurité, avec cet homme-là, même si c'était pas le grand amour, même si je l'aimais même pas forcément. Au moins, j'assurais la sécurité de mes sœurs et de la mienne par la même occasion, et tout était bien dans le meilleur des mondes. Donc Kitty, là, elle est là, ah, c'est la merde. Elle va donc appeler à l'aide sa tante Dorothy, qui vit à Londres, pour aller elle-même à Londres et chercher du coup un nouveau mari. Et elle va se faire accompagner d'une de ses sœurs qui est considérée comme la plus belle de ses sœurs, comme l'a demandé sa tante Dorothy, pour essayer d'alpaguer un petit peu plus le chaland, et donc trouver un mari qui pourra rembourser les dettes et qui pourra payer les besoins de la famille. Tel est le but de Kitty, et c'était vraiment très chouette, parce que vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu pour Kitty. Dans sa tête, elle est très intelligente, donc dans sa tête tout est très clair. Elle va trouver un homme qui a minimum, je sais plus combien elle disait, 3 ou 4 000 de rente par an. Elle va pouvoir tout payer, la vie sera belle dans le meilleur des mondes, sauf que, eh bien, à chaque fois, elle galère parce que, le passé de ses parents, qui est, ma foi, un peu tumultueux, va se faire savoir, et ça va un petit peu foutre la merde dans son plan. Et elle va en même temps rencontrer un beau jeune homme, enfin, au début, on nous dit pas forcément qu'il est beau, même si on comprend qu'il est beau. Mais on va surtout rencontrer un jeune homme qui va comprendre la douille avec Kitty, et qui est, ma foi, forcément, au début, un petit peu pédant, qui est assez antipathique, qui ressemble beaucoup à Monsieur Darcy. Est-ce que c'est clair pour vous ou pas? Bref, ici en fait on est sur une grosse, c'est vraiment un hommage, c'est ce que disait Émilie, en fait c'est totalement ça. C'est un hommage ici à Orgueil et Préjugés de Jane Austen, donc comment vous dire, je ne sais plus quoi vous dire moi à ce niveau-là. Je crois en plus que dès le début, on nous le fait comprendre, enfin de toute façon déjà ce qui sert, c'est que la citation d'accroche pour commencer le livre, c'est une citation d'Orgueil et Préjugés. Donc déjà le ton est donné dès le début, mais ici vraiment on est sur un hommage à Orgueil et Préjugés de Jane Austen, qui est mon œuvre favorite all time, donc bon, évidemment j'étais eu. Et on va retrouver, pour ceux qui ont vu la saison 3 des Bridgerton et donc qui ont lu le livre sur Colin et Pénélope, vous allez retrouver aussi un petit peu de cette idée là.
Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas comment, je vous laisse le découvrir, mais moi ça m'a fait plaisir. Bref, vraiment, si vous aimez la romance sauce régence anglaise, vous allez adorer. C'était hyper chouette. Kitty est très piquante, très intelligente. Elle fait très Elizabeth Bennet en fait. Donc elle est piquante, elle est intelligente, elle a cette petite dose d'humour, mais en même temps, elle sait ce qu'elle veut. C'est des fois pas forcément très moral, mais elle pense avant tout à ses sœurs et même pas forcément à elle parce qu'elle est consciente qu'elle se mariera pas par amour. Pour elle, c'est ok de ne pas se marier pour amour tant qu'elle se marie avec quelqu'un, avec un bon parti en fait qui pourra payer pour ses sœurs. Elle est prête à faire, à mettre de côté ses sentiments pour ses sœurs. Et j'ai beaucoup aimé le personnage de Kitty. J'ai beaucoup aimé aussi notre monsieur Darcy Bis. Évidemment. Bref, c'était très chouette. Ça s'est lu hyper vite. Hein. Vraiment, c'était l'histoire de 48 heures à tout péter. Vraiment, c'était très cool. Je remercie aussi Émilie de m'avoir imposé cette lecture parce que c'était, ma foi, trop bien. C'est donc tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très vite parce que j'ai encore plusieurs lectures en cours que je pense pouvoir terminer avant la fin du mois. Donc à tout de suite pour vous. Et je vous retrouve, on est le dimanche 27 juillet et il s'est encore passé quand même un sacré bout de temps avant que je vous retrouve pour vous parler lecture. Et il se trouve effectivement que j'ai peut-être fini 2-3 livres. Je carbure pas mal au mois de juillet et du coup j'ai peut-être terminé 2-3 livres, ouais, c'est 6 lectures je crois, 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 6 lectures que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc je vous propose que sans plus tarder, on s'attaque à la lecture la plus ancienne que j'ai terminée, qui est peut-être pas hyper fraîche dans ma tête encore une fois, mais en fait ce qui se passe c'est que là cette dernière semaine il y avait ma maman à la maison, donc du coup toujours un petit peu délicat de filmer quand il y a quelqu'un chez soi, en tout cas je suis pas à l'aise moi pour le faire, et il y a eu le week-end à 1000 juste au moment de son arrivée, donc bah ça a enchaîné entre le week-end à 1000 suite ma maman qui était là et j'ai terminé des livres. Bah pas mal pendant ce temps-là, le week-end à 1000 c'est quand même assez propice même si je l'ai encore pas réussi. Mais c'est pas grave, j'ai carburé quand même. Bref, il me semble que cette première lecture que je vous présente aujourd'hui, je l'ai terminée juste avant le début du week-end à 1000, c'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir, donc le premier tome publié chez Big Bang, oui, le premier tome de cette saga qui est donc une quadrilogie, donc 4 tomes. Les 4 tomes sont déjà sortis, donc ça déjà c'est cool. C'était notre lecture commune du mois de juillet, c'était beaucoup trop bien, j'ai absolument adoré cette lecture. Ici on va donc suivre deux personnages. On va suivre tout d'abord Laia et ensuite Elias qui évolue dans un monde où il ne fait pas bon vivre pour les deux, vous me direz. Ils sont tous les deux, chacun d'un côté d'une force. Je vais vous expliquer. Je commence très mal cette histoire. On va tout d'abord suivre Laia qui fait partie de ceux qu'on appelle les érudits qui ont été mis à mal par le gouvernement. Vraiment, c'est vraiment la plèbe de la plèbe de la plèbe. Et du coup, ses parents sont morts puisqu'on apprend que ses parents faisaient partie de la rébellion contre le gouvernement. Ses parents sont morts et elle vit avec ses grands-parents et son frère aîné. Et l'histoire commence lorsque son frère aîné revient un soir et on comprend qu'il a dérobé des choses qu'il ne devrait pas avoir en sa possession et qui devraient plutôt être du ressort du gouvernement. Et donc ça commence par un raid de police, on va dire, même si c'est pas vraiment de la police parce qu'on est ici sur de la fantaisie, mais un raid des forces gouvernementales et surtout d'un masque. Alors qu'est-ce qu'est un masque? Justement, on va l'apprendre avec le point de vue d'Elias, notre deuxième protagoniste, qui est lui-même apprenti pour devenir un masque. Les masques, c'est un petit peu les tueurs d'élite, les soldats nec plus ultra du gouvernement qui sont vraiment sans pitié, qui aiment presque, on va dire, hein, aiment malmener les gens, qui sont vraiment élevés pour tuer. Ce sont des vraies machines de guerre. Et donc du coup on va avoir Elias qui va être cet élève pour devenir masque. Il est en sa dernière année pour devenir masque et on comprend que tout l'enseignement, toutes ces années d'apprentissage sont vraiment horribles pour devenir un masque et que Elias lui aussi n'est pas forcément pour le gouvernement mis en place, qu'il cherche même peut-être à déserter. Voilà, on comprend, enfin son premier point de vue, donc dès le chapitre 2 on comprend qu'il essaye de déserter, sauf que ça va pas se passer comme prévu. Et du coup on a Laia, elle, qui suite au raid qu'il y a eu chez ses grands-parents avec son frère a été emmené et emprisonné pour rébellion. Ses grands-parents ont été tués, ça c'est dès le premier chapitre, donc vraiment on est dans le cœur de l'action dès le début. Et donc Laia, elle va rejoindre la rébellion. Et elle va être investie d'une mission par cette dernière pour essayer de soutirer des informations. Bref, on va avoir ces deux protagonistes du coup. On va en apprendre beaucoup plus sur le gouvernement, même s'il reste beaucoup de choses en suspens. On est quand même que sur un premier tome. Mais j'ai absolument adoré. C'était vraiment, comme vous pouvez le comprendre déjà, parce que là, ce que je vous ai pitché, c'est quasiment que les deux premiers chapitres, c'est-à-dire le premier chapitre du point de vue de Laia et le premier chapitre du point de vue d'Elias. Et comme vous pouvez déjà le comprendre, il se passe beaucoup de choses. Il y a un rythme et une dynamique sur ce roman qui est dingue, vraiment. C'est extrêmement page-turner, ça se lit hyper vite. J'ai absolument adoré les deux personnages.
personnages, que ça soit autant Laia que Elias, même si je crois que j'ai une petite préférence pour Elias, je le trouve hyper touchant. Enfin, les deux, franchement, bichettes, hein, parce qu'il leur arrive des choses vraiment qui sont pas cool du tout. Ils sont hyper courageux, malgré ce que, par exemple, Laia, elle a aucune confiance en elle, elle croit pas du tout en son courage. Elle est extrêmement courageuse comme gamine, parce qu'elle doit pas être bien vieille, hein. Je crois qu'ils sont vraiment jeunes adultes les deux. Je crois qu'ils doivent avoir 17-18 ans, quelque chose comme ça. Mais c'était vraiment absolument génial. L'univers est hyper complet. On a une ouverture sur toute une zone d'ombre qu'on n'a absolument pas. On a des pointes de magie. Enfin, pas vraiment de magie, mais on a des personnes qui arrivent à lire dans les pensées des autres. Donc, normalement, tu fais pas ça, qui arrive un petit peu à prédire l'avenir. Donc, il y a quand même cette zone un petit peu de mystère, de fantaisie. Le tout à la sauce orientale, c'est vraiment hyper chouette. J'adore. Les personnages, on s'y attache. Il y en a d'autres qu'on adore détester. Enfin, vraiment, il y en a deux, principalement un homme et une femme, que j'ai absolument adoré détester, c'est impossible de les apprécier, en fait. Ils sont pas nuancés, ils sont juste méchants. Même si, pour elle... Il y a quelque chose à creuser, il y a un pourquoi du comment, je pense qu'on connaît pas entièrement. Et enfin bref, j'ai très hâte de lire la suite. Et quand je vois les retours que vous avez fait sur la lecture commune sur le Discord, vous avez été quand même relativement nombreux aussi à absolument adorer cette lecture, donc c'est trop cool. Ça s'est lu hyper bien. En plus, l'audio, pour ceux qui l'ont découvert en audio, vous étiez plusieurs à me dire que l'audio était hyper immersif, c'était hyper chouette aussi. Bref, vraiment une super découverte. Je suis très contente d'avoir enfin pu débuter cette saga. Et du coup, maintenant, il me reste plus qu'à me procurer les 3 prochains tomes. Voilà. Ensuite, durant le week-end à 1000, j'ai favorisé des petits bouquins, ou en tout cas des bouquins qui, je pense, pouvaient se lire vite. Et donc, c'est avec cette idée que je me suis penchée dans Méduse de Martine Desjardins, publié aux éditions de La Talente. C'était très spécial. C'était extrêmement spécial. Ici, on va suivre une jeune fille que l'on surnomme Méduse, puisque l'on comprend que ses yeux... Enfin, on comprend sans vraiment savoir que ses yeux ont l'air absolument horribles. Son regard a l'air absolument horrible. Ses parents la détestent, ses sœurs la détestent. Et par exemple, lorsque les personnes croisent son regard, elles deviennent complètement folles. Et c'est suite à une mésaventure justement avec la gouvernante en tout cas dans sa maison qui a un jour malencontreusement pour Méduse a vu son regard. Cette bonne en fait a eu une crise de panique, a pris ses clics et ses claques, a démissionné et est partie pour ne jamais revenir. Et ça a été la goutte d'eau pour les parents qui ont décidé d'emmener Méduse dans un institut spécialisé un petit peu pour les jeunes filles qui avaient des particularités physiques comme ça et qui étaient hors normes, on va dire, qui vraiment, alors on va en avoir une par exemple qui va avoir un bec de lièvre, donc voilà quoi, mais bon. Donc on va avoir Méduse qui va être emmenée là-dedans et en fait cet institut, elle au début elle va y rentrer en tant que servante, vraiment, c'est la Cendrillon quoi. Elle va être là pour nettoyer, on va lui interdire d'aller dans une certaine aile, elle va pas avoir le droit de côtoyer les autres jeunes filles, du coup les étudiantes on va dire de cet institut, je sais pas vraiment comment on peut dire, elles sont pas vraiment étudiantes. Mais on comprend qu'il se passe des choses bizarres et dans cet institut, surtout lorsque Méduse va quand même réussir à se lier un petit peu d'amitié avec l'une de ces jeunes étudiantes qui sont vraiment des gamines, hein, elles sont ados tout au plus, et on va comprendre qu'il se passe des choses extrêmement bizarres dans cet institut. J'ai pas envie de vous en dire plus, parce que le roman est tout petit, donc il se laisse découvrir, c'est une ambiance, c'est hyper particulier, vraiment, faut vraiment sortir des étiquettes de choses structurées, enfin c'est structuré mais c'est hyper glauque, c'est extrêmement dérangeant, c'est une réécriture, en fait, c'est hyper intelligent, c'est hyper bien fait, autant que c'est dérangeant. C'est une réécriture de Méduse à la sauce féministe parce que on a une métaphore filée sur l'entièreté du roman est une métaphore filée sur le patriarcat, sur le féminisme, sur les relations toxiques, sur les pervers narcissiques. C'est vraiment, ça va traiter de tout ça, donc ça ratisse très large tout de même, mais avec un côté extrêmement dérangeant, cette Méduse qui, on va avoir pendant quasiment tout le bouquin, ce mystère sur qu'est-ce que cache son regard, parce qu'elle-même ne s'est jamais vue dans un miroir, elle a trop peur de voir ce qu'elle pourrait y cacher. Cette Méduse, du coup, qui a honte de ce qu'elle est, sans vraiment savoir ce qu'elle est, qui va tout de même réussir à se découvrir, pas forcément en voyant son regard justement, mais à se découvrir, à s'affirmer, à se comprendre, à s'accepter. Bref, c'est hyper chouette, mais on va avoir, vraiment, vous allez découvrir des choses dans cet institut qui sont... C'est dégueulasse en fait, c'est vicieux, c'est malaisant, c'est malsain, mais c'était tellement bien fait, tellement bien écrit. Après, petit bémol,
Alors, c'est pas vraiment un bémol, mais je sais que ça pourrait en rebuter certains. Au niveau de la plume, l'autrice est québécoise et je sais pas si ça rentre en compte pour ça, mais on est sur une plume qui se veut un peu guindée, avec des mots de vocabulaire qui sont qui sont pas du registre courant. C'est vraiment il y a certains mots de vocabulaire où tu te dis, ok, je ne savais pas que ce mot existait, et tu le comprends dans un sens, mais tu ne l'utilises pas, tu ne l'utiliseras sûrement jamais dans ta vie. Donc c'est quand même un choix de vocabulaire qui se veut un peu guindé, qui personnellement m'a pas sorti de ma lecture, mais parfois, j'avoue, je me suis dit, il y avait peut-être des moyens plus faciles de l'exprimer. Après voilà, comme je vous dis, moi ça m'a pas dérangé, ça m'a pas sorti de ma lecture, mais je sais qu'il y a peut-être certaines personnes que ça pourrait plus rebuter, mais dans tous les cas vraiment je vous encourage grandement à le lire. C'est pour des adultes, c'est vraiment pour adultes et faut être ouvert d'esprit, faut... Ouais, soyez prêts parce qu'il va vous déranger. Vraiment, il est dérangeant, mais il est vraiment, comme je vous disais, vraiment, c'est ce que j'ai dit à chaque fois, il est aussi dérangeant qu'intelligent et il est à lire. Ensuite, pour changer totalement de registre, mais pareil avec un livre que j'ai pu bastonner puisque je l'ai lu dans une journée, il s'agit de La Revanche d'un blond, écrit par Roppy Couch et c'est publié ici aux éditions PAL pour la version poche. C'était chez Ellipsis en grand format, c'est un service de presse pour celui-ci. Merci beaucoup à la maison d'édition pour cet envoi. Ça faisait longtemps que je le mettais dans des pales, que je lisais pas. Ça a été repoussé avec les lectures que j'ai eu d'imposer juste avant, vous avez pu voir. Mais là, j'ai pu le lire. Wouhou! Pour le week-end à 1000, en plus, c'était parfait. On est sur un petit roman contemporain. Alors... je crois que quand je vous le présentais dans ma palle pour le mois de juillet ou même pour le mois de juin, je vous le présentais comme une romance contemporaine MM. Alors oui mais non. Clairement, il y a de la romance. C'est un petit peu ce qui donne le go à l'histoire, mais le gros de l'histoire, c'est pas sur ça. On va suivre, alors les prénoms par contre, Blaine, qui est donc ce jeune homme qui, lui, aime peindre son passe-temps. Et il arrive à se faire un petit peu rémunérer. En dehors du lycée, c'est de peindre des façades des boutiques de son quartier. Voilà, on va voir les commerçants qui vont l'embaucher pour peindre les façades. Et lui, il adore ça, vraiment. Imaginez, là quand on commence l'histoire, il est en train de peindre la façade pour une librairie, une papeterie. Une papeterie de quartier. Il adore réfléchir à ça, alors il est toujours rempli de taches de peinture, il fait pas attention, il se fait sous-payer, donc il gagne pas des mille et des cents, il vit dans une famille relativement modeste, mais il y prend plaisir et l'histoire commence lorsque il se rend compte qu'il est un petit peu en retard, justement il est en train de peindre cette devanture de papeterie, mais il est un poil en retard pour aller rejoindre son petit ami qui s'appelle Joey, qui lui par contre vient d'une famille hyper huppée, un peu de la haute, je crois que ça se passe à Chicago, hein, donc on va dire que c'est à Chicago, ou San Francisco. L'un ou l'autre comme vous voulez, bref on s'en fiche un peu, mais qui est une famille huppée de la ville ou du moins du quartier, non même de la ville, qui a des connaissances, ils sont dans le même lycée et du coup ça fait aujourd'hui 1 an qu'ils fêtent leur relation et qu'ils sont en couple et donc du coup Blaine lui est en retard pour rejoindre Joey au restaurant, dans un restaurant avec une vue panoramique au je sais plus combienième étage, je sais plus quel tour, bref un restaurant hyper classouille dont Blaine aura qu'une seule fois la chance d'y aller et donc il est en retard, c'est pas bien grave mais bon on comprend un peu le caractère du personnage comme ça qui était trop plongé dans son truc et qui a pas trop bien vu l'heure et il s'attend à passer la meilleure soirée de sa vie. C'est une date butoir, les 1 an de relation avec son amoureux. Il est super amoureux de lui. Et il se fait larguer. Il se fait larguer durant cette soirée. Et Joey lui reproche en fait de pas être assez sérieux, d'arriver avec encore des taches de peinture sur lui, de pas être du même niveau que lui. En gros, il lui reproche d'être ce qu'il est. Il est pas assez sérieux, il est immature, il est maladroit. Bref, il lui reproche d'être tout ce qu'il est, ce pourquoi il devrait l'aimer parce que c'est sa personnalité première, et de ne pas être comme lui, en fait. Joey reproche à Blaine de pas être comme lui. Donc il le l'a comme une vieille chaussette. Et Blaine va... Donc Blaine au début évidemment il va faire ouin sur la rupture, ce qui est normal, il accuse le coup, il s'attendait absolument pas à se faire larguer durant cette soirée et lui il est follement amoureux de Joey. Et du coup il va prendre le contre-pied de cette rupture au lieu de rester à se morfondre, il va donc se porter candidat pour être président au conseil des élèves de terminale, donc pour l'année suivante, conseil auquel Joey était déjà président l'année précédente puisqu'ils ont 1 an d'écart et Joey lui son rêve ultime c'est d'être président de la République, donc il veut avoir toutes ces places là et du coup Blaine il veut montrer qu'il peut être un garçon sérieux, en fait montrer qu'il peut être tout ce que Joey voudrait qu'il soit, en étant un garçon sérieux, investi, plus doux qu'il est. Et donc Blaine va s'inscrire à cette présidence de conseil des élèves. Et ça va être en fait toute cette histoire de Blaine qui met de côté qui il est pour devenir celui que Joey veut qu'il soit. Mais en même temps, est-ce que ça plaît à Blaine? Est-ce que c'est ça qu'il a envie d'être? Est-ce qu'il a envie de s'oublier lui pour plaire à l'homme qu'il pense qu'il aime? Donc ça va être toutes ces découvertes-là
Et c'était hyper cool, ça allait beaucoup plus loin qu'une simple romance parce que, comme je vous dis, c'est l'amour au début que Blaine a pour Joey qui va lancer l'histoire, mais au final, ça va beaucoup plus loin que ça parce que, à travers cette campagne justement pour la présidence du conseil, Blaine va se découvrir, va découvrir pas mal de choses, va découvrir aussi ses amis et ses proches qui ont des revendications, qui ont des envies, va comprendre aussi la vie de son lycée, finalement, à laquelle il s'était jamais pensé. Vers laquelle il s'était jamais penché. Il va découvrir beaucoup de choses, il va mûrir, il va vraiment s'ouvrir, éclore grâce à cette candidature, et il va aussi faire évidemment la rencontre d'un autre jeune homme qui va l'aider durant cette campagne et avec lequel il va plutôt bien s'entendre. Donc il y aura quand même un poil de romance, on comprend très vite, mais c'est pas le cœur du sujet véritablement. Si vous cherchez une romance, c'est pas vraiment ça. Là, ça va beaucoup plus loin et c'est la reconstruction après une rupture, après sa première rupture, surtout d'une relation de 1 an quand on est ado, c'est quand même pas rien. C'est l'histoire de cette reconstruction, de cette construction d'adolescent aussi, et surtout d'être droit dans ses pompes, de savoir ce qu'on vaut, que c'est pas parce qu'on est largué, parce que l'autre nous trouve pas assez comme ci ou trop comme ça, qu'il faut qu'on change. Bien au contraire, c'est juste qu'on convenait pas à l'autre personne et grand bien te fasse, tu sais pas ce que tu perds. Mais il faut rester droit dans ses pompes et accepter qui l'on est et être en adéquation avec qui l'on est et juste, tu trouveras la personne qui te convient, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, c'était très très cool, ça s'est hyper bien lu et je suis très très contente de l'avoir découvert, donc je vous encourage grandement à le découvrir. Vraiment, ça se lit tout seul. Donc ça, c'était les lectures que j'ai réussi à terminer durant le week-end à 1000. Enfin, Méduse et La Revanche d'un Blond, je les ai terminés pendant le week-end à 1000. Ensuite, les 2 prochains livres, je les ai commencés pendant le week-end à 1000, mais pas terminés. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas réussi à le valider ce week-end. Mais bon, j'avais déjà bien entamé durant ce week-end Profondeur de l'océan de Liz Braswell, publié chez Hachette Heroes. C'est donc ici le Twisted Tale sur la petite sirène avec le twist de « Et si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula ?» Est-ce que je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup Ursula ? Dans le doute, je vous le redis, j'adore Ursula. C'est ma méchante préférée, tout Disney confondu, je l'aime énormément et je suis très contente d'avoir enfin plongé dans ce Twisted Tale. Ça a été l'occasion, grâce au Magicarium Book Challenge de ma copine Émilie, vraiment son challenge qui était sur le thème des sirènes, m'a créé une autoroute pour avoir une occasion et une bonne excuse pour enfin me plonger dedans. Plonger, océan, t'as compris ? Oh, je suis trop drôle. Bref, ici j'ai pas grand chose à vous en dire. Vraiment, je pense que juste la phrase de twist se suffit à elle-même. Mais juste pour vous dire, ici, donc quand on nous dit si Ariel n'avait jamais vaincu Ursula, on est vraiment à la fin. Ursula est déjà en forme humaine sous la forme de Vanessa, du coup, comme dans le dessin animé. Et juste le mariage entre Eric et Vanessa n'a jamais pu être interrompu. Et Vanessa est devenue la princesse, du coup, et est mariée à Eric et la femme d'Eric. Ça me fait plaisir autant que ça me fait de la peine quand même parce que Eric, j'aimerais bien être sa femme, moi il n'y a pas de problème. Mais, et du coup, Ariel, elle est retournée à Atlantica, donc dans son royaume sous-marin, duquel elle est devenue la reine, puisque Triton est toujours prisonnier de Vanessa sous sa forme de polype, sa petite forme... sa forme bleu. J'ai pas d'autre façon de le désigner, mais vous savez la façon dont elle garde ses pauvres âmes en perdition, Ursula. Triton en fait partie, elle le garde avec lui. Donc, Ariel est restée muette. D'ailleurs, elle n'a toujours pas retrouvé sa voix, puisque Ursula, sous la forme de Vanessa, a toujours le coquillage en collier. Donc, Ariel est retournée à Atlantica, et reine des mers, et est toujours muette. Heureusement, elle est épaulée de Polochon et de Sébastien, mais bon, c'est pas la joie, sachant que, quand le roman commence, il s'est passé 5 ans depuis ça. Donc, c'est 5 ans après le dessin animé, dirons-nous. Et on va apprendre... Et Ariel pensait son père mort, et grâce à Eureka, notre jeune... plus si jeune ici, Goéland, qui pense qu'une fourchette est un zirgoflex. Grâce à Eureka, Ariel va apprendre que Triton est toujours vivant et donc elle va partir en quête pour libérer son père de la méchante Vanessa. Voilà, c'est cette histoire qu'on va nous retranscrire et j'ai absolument adoré. Alors... je ne sais pas si c'est parce que je suis biaisée et en adorant Ursula, mais foncièrement, je l'ai trouvé très bon ce Twisted Tale. Alors les Twisted Tale, vraiment, ça va dépendre de l'un à l'autre. Il va y en avoir des très bons, des moyens et des mauvais. Surtout un mauvais, auquel je pense. Vraiment, le Twisted Tale sur Maléfique, il est mauvais, je l'ai vraiment pas aimé. Mais lui, il fait partie des bons, il fait partie de mon top 5, je pense. Pas seulement parce que Ursula, parce qu'il se tient, parce que c'est pas juste une réécriture du film, c'est un après. J'aime bien quand ils font ça. C'est un après le film. Vraiment, le film ne se termine pas comme c'est le cas. Enfin, là, l'histoire ne se termine pas comme dans le film. Ça crée un twist et on a un après à cette histoire. Et ça, je trouve ça cool. J'aime bien quand c'est comme ça.
Et on voit beaucoup Ursula, on voit beaucoup Vanessa. Eric aussi est très important dans cette histoire, donc j'aime bien qu'on lui donne la parole. C'est comme la collection que achète Heroes A, qui est centrée sur les princes, où bah du coup on a le premier tome, c'est sur Eric. Ici Eric est hyper important, a vraiment voix au chapitre, même si au début le pauvre il est toujours un peu ensorcelé par Vanessa, donc c'est un peu... Il est considéré comme le prince fou, bichette. Bon, il me fait de la peine. Mais il est très porté sur l'opéra, sachez-le, il adore écrire des opéras, c'est le Mozart du coin le gars. Mais non, c'était très cool, ça se lit tout seul. Vraiment, les Twisted Tales, c'est écrit police 48 avec des interlignes police 45. Donc bon, ça va vite. Mais c'était très chouette. C'est prenant. Vanessa slash Ursula est vraiment une sorcière des mers, là, pour le coup. Elle est pas venue ici pour enfiler des perles. Perles, océan, toujours, t'as compris? Oh là là. Il y a un champ lexical du jeu de mots avec l'océan, c'est fou. mais en tout cas, voilà, vraiment, je vous le conseille fortement en Twisted Tales. Si vous savez pas si celui-ci, vous pouvez y aller. Parce que des fois, c'est ça, les Twisted Tales, il y en a tellement qu'on aimerait plutôt se diriger vers ceux qui ont plutôt bonne critique. Celui-ci, pour moi, il fait partie vraiment des meilleurs. Donc vous pouvez y aller. Il est très chouette. Puis en plus, vous allez avoir votre dose d'Ursula. Donc, que demande le peuple? Il me reste plus que 2 lectures à vous présenter pour aujourd'hui et je serai plutôt à jour puisque en plus celle que je vais vous présenter là, je l'ai terminée hier, donc on est très frais. J'ai donc terminé hier en audio et je l'avais commencé durant le week-end à 1000, donc ça fait une semaine que je l'avais pas touché. Mais j'ai terminé La femme à la fenêtre de Edgy Finn qui est publiée ici en poche chez Pocket et je ne sais pas du tout chez qui c'est publié en grand format. Désolé, pas désolé. Donc comme je vous ai dit, je l'ai écouté entièrement en audio, je l'ai absolument pas lu papier, mais c'était hyper chouette. Ici on va suivre Anna qui est une jeune pédopsychiatre qui souffre d'agoraphobie, donc elle ne sait pas sortir de chez elle, elle a peur en fait de sortir de chez elle, le monde extérieur la terrifie, et du coup elle arrive à travailler depuis chez elle, par un ordinateur, elle est psychiatre en ligne en fait. Et son gros passe-temps, c'est d'observer ses voisins par la fenêtre, c'est de prendre des photos de ses voisins, de les regarder aux jumelles, bref, c'est la commère ultime, Anna. Et l'histoire commence lorsque la maison en face de chez elle accueille des nouveaux voisins, une nouvelle famille vient d'arriver, avec le père, la mère et leur jeune enfant, non, c'est un adolescent, il a 16 ans à peu près, Ethan. Donc voilà, on va avoir cette famille nucléaire qui va emménager en face de chez Anna, Anna qui va adorer les observer, sauf que Anna va avoir des choses un peu étranges et va commencer à soupçonner qu'il se passe quelque chose de très louche dans la maison d'en face, et cela va se définir encore plus lorsqu'elle va voir la femme être poignardée. Elle va avoir vraiment un poignard en elle et pleine de taches de sang et crier à l'aide. Sur ce, Anna va appeler la police, sauf que Anna n'est pas prise au sérieux puisque Anna elle boit, elle est sous traitement, elle boit beaucoup, elle ne sort pas de chez elle, donc évidemment on la prend pour la folle du quartier. Et en même temps, est-ce que c'est vrai ce qu'elle a vu? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est l'alcool et ses médicaments qui font pas bon ménage? Est-ce qu'il s'est vraiment passé ce qui s'est passé? Ça va être toute cette histoire de Anna qui va être en conflit avec les autorités, avec ce qu'elle pense qu'elle a vu, avec ce qu'elle a vu, avec ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas passé, avec les choses qu'elle a possiblement dit, ce qu'elle a pas dit. Bref, ça va être toute cette histoire et c'était tellement bien, j'ai absolument adoré, vraiment ça nous tient en haleine. Même si j'avais deviné une partie de l'histoire, vraiment la résolution finale, enfin oui, j'ai pas envie de vous en dire trop parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais la résolution finale et le pourquoi du comment, je l'avais absolument pas vu venir. J'avoue, je me suis laissée porter, j'ai adoré ça. Pour moi, ça fait très, au niveau du ressenti, très Shutter Island. Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu le film de Scorsese avec Leonardo DiCaprio et ça fait vachement ça en fait. Où tout le long du film, on se dit, est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est réel ce qui se passe? Et ben là c'est ça aussi, Anna, on se dit est-ce qu'elle est folle? Est-ce que c'est les médocs et puis l'alcool qui la rendent complètement délulu? Ou est-ce qu'il se passe vraiment ce qu'elle pense de ce qui se passe? Bref, c'était hyper chouette, ça s'est dévoré. C'est écrit sous forme de carnet de bord, enfin sous forme de journal, vous voyez, vous avez des dates. Et donc on avance au fur et à mesure du temps et on comprend que l'histoire se passe en très peu de temps finalement, c'est l'histoire de quelques semaines grand maximum. Et vraiment, on va suivre Anna comme ça au fur et à mesure. C'était très chouette. Je vous encourage grandement à le découvrir. C'était une des lectures imposées que j'avais ce mois-ci. Celui-ci, ça avait été imposé par Steph. Et merci beaucoup à toi, Steph, de me l'avoir imposé parce que c'était vraiment beaucoup trop bien. J'ai adoré. C'était trop cool, vraiment. C'est un thriller, mais avec surtout de la psychologie et surtout cette Anna qu'on va suivre au quotidien, avec cette peur de sortir, avec cette volonté de se battre pour ce en quoi elle croit, en même temps tout en se posant la question de est-ce qu'elle a raison de se battre, ce pourquoi elle croit. Bref, c'était hyper chouette, c'est hyper page-turner, enfin vu comment je l'ai dévoré en audio, en livre, c'est hyper chapitré, je crois qu'il fait 600 pages, il y a 100 chapitres.
Vous comprenez que c'est hyper chapitré, donc c'est hyper page-turner, là-dessus je m'en fais pas. Vraiment, je vous encourage grandement à le découvrir, je crois que ça a été adapté en film, et bah je suis hyper curieuse de le découvrir en film, je pense que ça serait un film que je me laisserais grave tenter à découvrir. Après, c'était très très bien, ça se lit tout seul, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'était trop chouette. Et enfin, la dernière lecture que j'ai terminée à ce jour, et que j'ai terminée ce matin, donc là, on est vraiment dans le frais de frais, j'ai terminé notre lecture commune, notre deuxième lecture commune du mois, mais cette fois-ci, qui est une lecture commune qu'on fera suivie, puisque c'est un premier tome de saga, c'est le premier tome d'Hunger Games de Suzanne Collins, publié chez PKJ. Je l'ai ici, la superbe édition reliée Jaspé. Oh là là, elle est trop belle et c'était beaucoup trop bien. Wow, alors je suis encore vraiment dans le frais de frais parce que je vous ai dit, je l'ai terminé ce matin, donc là je suis encore pas forcément remise de mes émotions. J'organise du coup une lecture commune de toute la saga, donc des 5 tomes qui composent la saga, à hauteur d'un tome par mois. Donc là, on commençait sur ce mois de juillet avec le tome 1. Le mois prochain, nous lirons donc le tome 2. Au mois de septembre, le tome 3. Au mois d'octobre, le premier préquel, donc le préquel sur Snow. Et au mois de novembre, le préquel sur Haymitch. Et du coup, celui sur Haymitch, pour moi, ça sera une découverte parce que j'ai vu tous les films. Plusieurs fois pour les Hunger Games véritables avec Katniss. Et j'ai vu le film sur le préquel de Snow, mais il n'y a pas de film sur Haymitch et je ne connais pas son histoire, donc ça sera une découverte en novembre. J'ai très très hâte, de tous les cas j'ai très très hâte tous les mois de pouvoir découvrir les tomes. Nous avons lu sur toute cette semaine, ça a été l'histoire de faire une partie par jour sur la semaine. Nous avons lu Hunger Games ensemble et c'était génial. Je suis tellement contente d'avoir enfin pu le découvrir en roman. Est-ce que j'ai besoin de vous résumer encore Hunger Games parce que c'est tellement connu maintenant. C'est un des pionniers de la dystopie moderne. Ici on est donc dans un futur où le monde est ravagé et les États-Unis, enfin le monde, je sais pas en fait le reste du monde, mais les États-Unis en tout cas sont ravagés et sont organisés sous 13 cités, enfin pas cités-états, mais 13 districts, 13 districts. On a tout d'abord le Capitole et ensuite on a les districts de 1 à 12 qui sont juste numérotés, district 1, 2, 3, etc. Et donc dans le lore de cette histoire, dans le passé, les districts s'étaient rebellés contre le Capitole, sauf que ces derniers ont perdu, et en guise de souvenir et de devoir de mémoire, le Capitole organise tous les ans les Hunger Games, les Jeux de la faim, pour lesquels sont piochés au hasard dans les enfants entre 12 et 18 ans, je crois, un tribut, donc un jeune garçon et une jeune femme pour chaque district, donc c'est 24 personnes qui sont envoyées tous les ans dans une arène de jeu où le but du jeu est de s'entretuer et il ne peut rester qu'un seul survivant. Voilà l'idée d'Hunger Games. Donc là, on est sur les 74e, je ne sais plus. Je crois que c'est les 74e Hunger Games, c'est pour le tome 1. Et on va suivre du coup les 2 tribus, mais surtout Katniss Everdeen, qui est donc la tribu féminine du district 12, qui est le district le plus pauvre, puisque le district 1 est le district le plus riche, et le district 12, le district le plus pauvre, ainsi de suite, en forme de façon décroissante comme ça. Et donc on va suivre Katniss qui, elle déjà à la base, elle n'était pas tirée au sort, c'était sa petite sœur qui a été tirée, sauf que sa petite sœur a 12 ans. Et Katniss se porte volontaire pour prendre la place de sa sœur et aller dans cette arène de jeu. Alors quand je dis une arène, c'est pas une arène... c'est pas le Colisée, c'est une arène, c'est une immense... Là pour le coup, pour ce 74e... Là, pour le coup, pour cette 74e édition, c'est une énorme forêt dans laquelle vont se battre du coup ces jeunes gens. Et on va suivre tout ça puisque ces fameux Hunger Games en fait sont retransmis à la télé et c'est une télé-réalité en fait pour la plupart des gens, surtout pour le Capitole qui adore regarder ça. Pour eux c'est leur spectacle de l'année, ça dure plusieurs semaines, c'est leur spectacle de l'année, ils adorent voir ces jeunes gens s'entretuer. Et donc vous comprenez qu'on est sur une énorme critique ici de la société. C'est extrêmement politisé comme roman. Ceux qui disent qu'Hunger Games n'est pas politisé, c'est pas possible que vous ayez lu Hunger Games ou même vu Hunger Games ou même que vous sachiez de quoi ça parle pour dire que ce n'est pas politisé. C'est extrêmement politisé et c'est important et c'est extrêmement bien fait. C'est hyper haletant. Même si j'ai vu les films, même si je sais ce qui se passe, il n'empêche que tu stresses, que tu te dis punaise c'est la merde quand même à tellement d'endroits. C'est hyper prenant, il se passe toujours quelque chose. Katniss, c'est cette jeune fille de 16 ans qui va donc s'être portée volontaire pour sa sœur, qui a aucune envie d'être là, enfin personne n'a envie d'être là, quoique les tribus des 3 premiers districts, en fait, sont les jeunes gens de ces districts-là, à chaque fois, sont entraînés. C'est ce qu'on appelle des tribus carrières, vraiment, ils sont entraînés pour aller faire ces jeux de la faim. Et donc, quand ils sont dans l'arène, eux, ils sont prêts, ce sont déjà des machines de guerre, ils sont déjà entraînés à tuer. Là où les autres districts, eux, ils arrivent là, ils se demandent ce qu'ils foutent là, et puis les districts 11 et 12 par exemple, ils sont tellement pauvres qu'ils arrivent, ils sont déjà affamés, les pauvres, ils sont sous-nutris au quotidien, ils arrivent, ils ont déjà pas de quoi de survivre, ils savent pas se battre, ils savent rien faire, sauf, là on comprend que Katniss et du coup son tribu masculin de la même année, Pita,
savent faire des choses, sont loin d'être bêtes, sont très débrouillards, et Katniss est une énorme battante. Elle a 16 ans, elle est en colère contre le monde, et pourtant elle en veut, elle est là pour montrer qu'elle peut se battre, et surtout elle ne veut pas causer de tort à sa petite sœur, elle veut se battre pour sa petite sœur, mais aussi au fur et à mesure de l'histoire elle va trouver de nouvelles raisons pour lesquelles se battre, et ça va être tellement touchant. On va rencontrer des personnes enfin, j'allais dire qu'ils seront détestables, mais par exemple les tribus carrières, eux, qui veulent juste tuer les autres, en même temps, c'est le but du jeu, quoi, c'est triste à dire, mais je comprends aussi qu'ils ne soient là que pour tuer les autres, ils ont été entraînés toute leur vie à ça, c'est vraiment, c'est marche ou crève, donc t'es obligé de rentrer dans le jeu de je veux tuer les autres pour survivre, bref, c'est impossible de les détester, il y a... En fait, c'est le système que tu détestes ici. C'est ce concept que des personnes adorent ces jeux de la faim, que ces personnes adorent le regarder, que ce soit en mode oh oh oh, je me suis réveillée ce matin et j'ai vu qu'il y avait eu 3 morts cette nuit. Fabuleux. C'est ça qui a déploré. C'est le fait que ça soit un spectacle, que on ait des juges, en fait, il y a ce qu'on appelle des juges qui vont pousser... qui vont mettre en place des nouvelles règles, ou au contraire réussir à fabriquer, on va dire, des sortes d'intempéries. Par exemple, à un moment dans l'histoire, les juges vont réussir à mettre en place un incendie dans cette arène pour obliger Katniss à bouger, parce que là où elle est trop pépère, vraiment elle n'est pas assez au conflit avec les autres tribus qui sont dans l'arène, donc on va faire un incendie pour l'obliger à se déplacer et aller vraiment au conflit avec les autres. Il va y avoir plein de choses comme ça, parce que faut que ça soit spectaculaire, et c'est tellement malsain, ça aussi, le fait de se dire que faut mettre en spectacle la mort de... C'est des ados, ils sont si jeunes. Bref, c'est tellement bien, je suis tellement contente d'avoir enfin pu découvrir cette saga. Et maintenant, il faut attendre 1 mois pour découvrir le tome 2. Et vivement le mois d'août. Et vivement le mois d'août, mais... J'ai vraiment... Même si vous avez vu les films, les livres sont à lire. Enfin, en tout cas, le tome 1 est à lire, donc je pense que tous les autres seront dans la même veine. Mais vraiment, ça ne gâche rien au plaisir même si on sait ce qui se passe, il y a des choses en plus. On a des personnages qui sont plus approfondis, d'autres que je trouve mieux réfléchis. Ne serait-ce que Katniss, je la trouve plus intéressante dans le livre, dans le sens où, dans le film, je la trouve un petit peu juste aigrie et en colère contre le monde, certes. Mais Jennifer Lawrence fait jeune adulte, donc l'actrice qui joue Katniss dans le film, fait jeune adulte, et je me disais juste... Arrête d'être en colère, arrête, vraiment, tu manques de maturité. Ok, c'est horrible si t'arrives maintenant, bon c'est toi qui t'es porté volontaire, donc let's go, écoute tu fonces et puis let's go. Là elle a 16 ans, là dans l'histoire en vrai Katniss elle a 16 ans, c'est une ado, donc évidemment qu'elle est en colère, évidemment qu'elle sait pas bien réagir, évidemment qu'elle manque de maturité sociale. Elle a 16 ans et elle est déjà en train de se battre pour sa vie de façon horrible, donc... Comment lui en vouloir? Impossible. Et au contraire, même, je comprends totalement ses réactions. Donc, ouais, franchement, le livre est absolument génial. Et j'ai déjà hâte de découvrir la suite de la saga en livre. Et je vous le dis, ce soir, je me regarde le premier film de Hunger Games. Là, ça m'a trop donné envie. C'est mort. Je pars sur ça. Ça en est tout du coup pour mes lectures du mois de juillet. J'espère que cet avis lecture qui aura été fait un peu bizarrement parce qu'au début j'avais réussi à peu près à suivre mes lectures, ensuite il y a eu une pause, ensuite j'ai cru que j'avais réussi à reprendre et en fait non. Et c'est un peu décousu même si on s'en sort plutôt pas mal. J'espère qu'il vous a plu, je sais qu'il est très long mais c'est parce que j'ai lu beaucoup de livres au mois de juillet, j'étais en arrêt maladie donc évidemment ça a été hyper propice à la lecture. En plus j'ai fait des streams quasiment tous les jours pendant des heures et des heures. Là on n'avait plus d'excuses pour bouquiner, ça a été mon cas en tout cas et j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés aujourd'hui, si oui lesquels, est-ce que vous les avez aimés ou alors encore est-ce que vous avez des livres que peut-être je vous ai motivé à sortir de votre palle parce que franchement quand je regarde mon mois de juillet il a un peu mal commencé avec One Last Stop mais il a été hyper chouette par la suite, c'était quasiment que des très bonnes lectures donc je suis hyper contente de ce que j'ai réussi à lire, c'était trop bien. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si vous avez aimé cette vidéo et vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne sur Twitch, Instagram ou Discord pour que nous puissions continuer à papoter. Vous avez les liens en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une toute prochaine vidéo, je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à une toute prochaine les copains. Allez, bye bye.